Et avec nous, François Guillain-Morillon. Il est le cofondateur d'une petite entreprise minuscule, mais qui a de l'ambition. Elle s'appelle Veja. On dit Veja, Vera, comment on dit? On dit Veja. Veja. Et en fait, Veja en portugais veut dire regarde, c'est l'impératif du verbe regarder. Donc c'est un appel à la vigilance en fait, qu'on adresse aux consommateurs. Alors quand on fait des chaussures, bien évidemment, on veut que ça marche. On veut que ça marche. Alors, que fait-on déjà pour obtenir le résultat? Mais surtout, au départ, le marché, il est large. Hein. Alors, il y a Nike, il y a Reebok, il y a Adidas et autres. Et on se dit, qu'est-ce qui peut faire qu'un artisan, entre guillemets, s'attaque à un marché aussi occupé? Alors en fait, nous, on est parti d'une idée, d'un concept fort qui était de faire la première basket qui respecte l'homme et l'environnement. Donc c'est une idée qui est un peu différente du concept de Nike ou du concept d'Adidas. Parce que là, c'est vrai que la polémique, elle existe depuis longtemps. On dit Voilà. que si des sociétés exploitent bien la misère du monde et les petits gamins, ce sont ces grandes entreprises de sport, en faisant fabriquer dans des ateliers ici et là, dans des conditions innommables, les produits qu'ils nous vendent après. On tire souvent sur ces grosses boîtes, parfois même sans savoir la réalité. Donc nous, on se pose pas contre, on se pose comme une alternative. Donc au lieu d'aller critiquer, on s'est dit on va faire autre chose autrement. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il semblerait avoir pris des mesures, qu'il y ait des chartes aujourd'hui et que les conditions s'améliorent même pour eux. Mais vous vous êtes dit qu'il faut aller encore plus loin. On s'est dit c'est très compliqué de changer ces grandes entreprises. On va partir d'une petite structure, on va travailler avec des petits producteurs de coton, de caoutchouc, avec une coopérative de fabrication et on va mener notre barque dans notre coin sans critiquer forcément ce que font les autres, mais en proposant une alternative au grand public. Alors simplement, là encore, pourquoi les chaussures? C'est-à-dire que vous êtes un grand marcheur devant l'Éternel, vous ne trouviez pas chaussures à votre pied. Qu'est-ce qui fait que ce soit ce produit-là et pas un autre? Non, déjà avec mon associé Sébastien Kopp, on était assez fanat de basket. Depuis toujours, on collectionne les baskets, c'est un produit qui nous plaît. Attendez, vous collectionnez les baskets. Si on va chez vous, il y a les étagères avec les Il y a baskets. beaucoup de baskets, ouais. Non. Si, mais c'est quelque chose qui est assez courant dans notre génération, puisque la basket fait vraiment partie de notre quotidien. On l'achète, c'est vraiment un produit qui est un produit phare de notre génération. Mais vous êtes fasciné éventuellement par les grands basketteurs américains ou pas du tout? Pas du tout, mais dans la basket, il y a un culte de la rareté. Il faut avoir le produit que les autres n'ont pas. Il y a des produits collector, des produits vintage. Enfin, il y a tout un marché assez compliqué. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de guerre des baskets avec qui a les dernières, Nike, Adidas. Donc voilà. Nous, Alors ça, on pourrait se dire que ça se passe surtout dans les banlieues. Vous n'êtes pas né dans les banlieues, vous? Non, je pense que toute la Mais société c'est récupéré participe. par tout le monde, Ouais, quoi. je pense que toute la société participe à ce mouvement-là. Donc nous, on était assez fanats de basket. Donc un produit qui nous plaisait, on savait qu'on allait pouvoir s'amuser en le fabriquant et en le vendant. Et ensuite, c'est quand même un produit symbolique puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on a pas mal stigmatisé le comportement de grosses marques de basket, dont Nike. Et Michael Moore n'y est pas pour rien, puisqu'il a fait un film dans les années 90 qui a eu pas mal de succès, où il tirait boulet de canon sur Nike. Et donc c'est vrai que dans la tête des gens, quand on pense exploitation des enfants, travail, des choses assez nébuleuses, finalement, on pense à des baskets. Alors simplement, la logique, il faut après dessiner le produit pour se distinguer des grandes marques. Oui, alors c'est vrai que nous, on voulait faire un produit issu du commerce équitable, mais faire un produit qui plaise, un produit qui soit urbain, qui soit contemporain, qui soit un produit qui puisse être porté à Paris, à Tokyo, Donc, à Londres. Porté pour tout sauf pour faire du sport, à la limite, c'est ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, les baskets, à 70% ne servent plus vraiment à faire du sport. Donc ce sont des baskets qui sont inspirées de chaussures de volley des années 70, des chaussures très brésiliennes. En fait, on en trouve beaucoup au Brésil, ce genre de chaussures. Mais ce n'est pas des chaussures de sport, si vous voulez. Ce pas des chaussures techniques, ce n'est pas des chaussures pour courir un 100 mètres. C'est quand même formidable, c'est qu'on commence avec des chaussures faites pour le sport qui ne seront pas pour le sport, et ce sont des baskets mais qui sont inspirées du volley. Ah, c'est bien. Alors la logique après, pourquoi avoir été fabriquer cela au Brésil et pas en Inde et dans d'autres pays d'Asie? Alors en fait, l'idée est partie d'un tour du monde que j'ai fait avec mon associé Sébastien, où on a visité plusieurs projets de développement durable et de commerce équitable dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on a trouvé au Brésil une énergie et une volonté par des projets en Amazonie, dans le Nord-Est, dans les favelas,
une volonté de s'en sortir, une volonté de faire les choses autrement. Avec une joie de vivre étonnante. Hein, Et avec parce aussi que, une joie de vivre étonnante. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un plaisir de travailler avec le Brésil, peut-être plus que si on travaillait en Chine, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a plaisir à y aller. Et, puis de se dire qu'on ira tester les baskets au Festival de Rio pendant un mois tous les ans, c'est pas mal non plus comme perspective. Pourquoi avoir fait ce tour du monde du commerce équitable? Parce qu'au départ, vous avez une sensibilité humanitaire extrêmement oui, c'est vrai affûtée. qu'au départ, en sortant de l'école, on avait envie de faire, on n'avait pas envie d'aller travailler dans une banque comme nos copains. Ouais. Et donc on s'est dit, on va essayer de chercher un peu un sens à nos vies. Et donc le voyage, c'est un truc qui marche généralement dans ces cas-là. Et puis pour nous, ça a marché puisque ça a débouché sur une idée qui est de monter cette marque Veja. Alors simplement, Veja, lorsque vous arrivez au Brésil, là-bas c'est vaste, hein, le Brésil, c'est une terre gigantesque, et puis il y a cette forêt malheureusement qui est menacée, mais vous concourez justement à faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait un rééquilibrage. Hein. Oui, enfin pour l'instant, on est vraiment. Non, bien évidemment. Je veux dire par là que c'est au moins dans l'intention, Ouais. hein, puisque une partie est reversée dans ce que vous accordez aux artisans sur place, reversée à la qualité de l'environnement. Oui. Donc éventuellement lutter contre la déforestation. Oui, ça c'est un des projets de la coopérative avec qui on travaille sur le caoutchouc. En fait, eux, leur discours, c'est de dire si on veut sauver l'Amazonie, il faut l'exploiter. C'est-à-dire que, n'oublions pas, l'EVA, il est là, gigantesque arbre, et le fait d'aller placer un petit pot pour puiser sa sève, donc le caoutchouc, ça ne détruit pas l'arbre. Ça ne détruit absolument pas l'arbre. Ah non, voilà, on l'abat pas. Hein. On l'abat pas, on a besoin de rien replanter. C'est une culture qui est native là-bas. Les arbres n'ont pas été plantés par l'homme. Ils sont là. Il y a des arbres à caoutchouc, des arbres à noix. Il suffit de les ramasser et donc de les exploiter pour en tirer des applications industrielles comme le caoutchouc de nos baskets. Et ça permet finalement de garder la forêt plutôt que de la couper pour mettre du bétail. Cette coopérative, elle existait avant que vous n'arriviez ou c'est vous qui avez induit l'idée en rencontrant les petits producteurs, les artisans et les paysans? Non, toutes les coopératives avec qui on travaille existaient, leur travail était déjà dans cet esprit-là. On n'est pas du tout dans une optique néocoloniale d'aller changer le comportement des gens dans les pays du Sud. Sans être néocolonial, on peut participer, disons, à la suggestion d'idées. Bien sûr, mais là c'était vraiment mettre en relation plusieurs projets qui étaient des projets assez géniaux, comme le projet en Amazonie de cette coopérative, un projet dans le Nord-Est de gens qui cultivent du coton bio alors que plus personne n'en faisait au Brésil. C'est-à-dire que là, les deux s'ignoraient. Le Nord ne savait pas qu'au sud du pays, il y avait la possibilité de ramification. Personne, non, c'est vrai que c'est nous qui avons en revanche mis en contact. Alors pas néocolonial, mais quand même instigateur de relations. On est arrivé avec un projet et on a fait le tour un petit peu de coopératives, de gens avec qui travailler. On a vu les gens qui étaient les plus motivés par l'idée, par le projet et on est parti comme ça. Et ça a été assez vite et finalement leur énergie a contribué au succès de notre entreprise. Alors les changements politiques qui existent au Brésil favorisent-ils aujourd'hui, avec cet ancien employé devenu président de la République, favorise-t-il ce type de travail équitable? Complètement. C'est vrai qu'il y a une culture, peut-être même avant que Lula soit président, je pense qu'il y a une culture finalement de la révolte et d'une économie alternative au Brésil. Mais Lula, quand même, ça amplifie ça, cette sensibilité-là ou pas? Est-ce que les gars se sentent plus gonflés en se disant le président il est derrière nous quand même? Mais c'est vrai que ça donne une certaine énergie aux gens pour essayer de proposer un modèle différent de l'économie néolibérale qui domine le monde.